Vous êtes raciste, vous, et moi. Est-ce que je suis raciste? C'est quoi le problème avec nos différences? Regardez-moi, par exemple. C'est vrai, je peux pas le cacher, c'est évident. Je suis chauve. Et il y a plein de gens qui détestent les chauves. Les coiffeurs, surtout. Bref, vous l'avez compris, qu'on soit noir, blanc, jaune, vert, rouge, riche, pauvre, quel que soit notre genre, ce qui est sûr, c'est que nous avons tous des idées reçues, des a priori, des préjugés sur tous ceux qui ne nous ressemblent pas, que nous ne connaissons pas. Vous croyez que ça vient de là-dedans? Allez savoir. Alors lorsque France 2 m'a invité à participer à cette émission, j'ai dit oui sans hésiter. Mais je ne sais pas ce qui m'attend. Allons voir ça. Lucien Jean-Baptiste n'est pas le seul à ignorer ce qui l'attend. Car pour cette émission exceptionnelle, présentée par Marie Drucker et Jamie Gourmaud, nous avons imaginé un dispositif totalement inédit. 50 volontaires vont participer à des expériences étonnantes. Voilà, c'est là que ça devient intéressant, Sans savoir qu'elles portent sur le racisme. Je me demande dans quoi j'ai mis les pieds. Je suis vraiment curieux, mais je sais pas du tout ce qui va se passer. Je ressens beaucoup d'excitation. Pendant une journée, nous allons analyser le comportement de tous nos participants dans des situations souvent proches de la vie quotidienne que nous pouvons tous rencontrer. Nous allons faire un certain nombre de tests. Vous entrez dans cette salle d'attente. De quel côté choisissez-vous de vous asseoir? C'est terrible. Vous voyez ce jeune homme en train de scier l'antivol d'un vélo. Comment réagissez-vous? Alors là, avec ça, vous allez pas vous en sortir. Ah oui? Et face à celui-là, votre réaction serait-elle différente? C'est pas bien de faire ça. Vous êtes en train de voler un vélo, là. Vous appelez la police, hein? Vous êtes juré dans un procès d'assises. Jugerez-vous de la même manière ces deux accusés? Il a une bonne tête, il a pas l'air d'être violent. Il n'y a pas perpétuité. Et face à cette double menace, quel choix feriez-vous? Putain. Pendant toute l'émission, les réactions de nos 50 participants seront scrutées par Marie Drucker et Lucien Jean-Baptiste, qui apportera son regard de réalisateur et comédien engagé. On a besoin de ces expériences pour comprendre comment ça fonctionne là-dedans. Donc ça veut bien dire qu'on a une responsabilité en termes d'éducation. Pour compléter notre équipe, le psychosociologue Sylvain Delouvet décryptera les résultats de nos expériences. Toutes ces expériences que nous allons voir s'appuient sur des études scientifiques parfaitement documentées. C'est en toute fin d'émission que les participants découvriront le véritable enjeu de nos expériences. Je ne vous ai pas tout dit. Alors, comment réagiront-ils en apprenant la vérité? Oh le bordel, mais vous êtes fous! Et en attendant, qu'est-ce que leurs comportements vont nous révéler sur nous-mêmes? Sommes-nous tous racistes? En arrivant, nos 50 participants découvrent qui sera leur guide pendant toute l'émission. Venez, approchez, c'est par là que ça se passe. Ah ouais, c'est Jamie. Qui ne connaît pas Jamie? Je suis super content de savoir que c'est lui qui va présenter l'émission. Je suis étonnée de voir Jamie, je m'y attendais pas et j'aime beaucoup. C'est un rêve de gosse. Le voir en vrai devant moi, c'était juste incroyable. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Ravi de vous accueillir. Ça va bien? Très bien. Vous êtes prêts pour vivre une belle expérience? Oui. Oui, ça se voit, ça se lit sur vos visages. Voilà, ces sourires sont enthousiasmants. Alors, première chose, un grand merci d'avoir accepté de participer à cette émission exceptionnelle intitulée « Les mystères de notre cerveau ». Ce faux titre donné par Jamie a pour but de détourner l'attention de nos participants. Car s'ils connaissaient les véritables objectifs de l'émission, cela fausserait les résultats de nos expériences destinées à comprendre les mécanismes inconscients qui sont à la base du racisme. Vous êtes prêts? Oui. Personne n'a envie de faire demi-tour? Non. Alors c'est parti, on y va. Suivez-moi. On y va. Pendant que Jamie accompagne nos 50 participants, Marie Drucker et Lucien Jean-Baptiste vont s'installer dans leur poste d'observation, cachés quelque part dans le bâtiment. C'est de là qu'ils décrypteront toutes nos expériences avec l'aide de notre expert. Alors je vous présente Sylvain Delouvet, Bonjour. qui est notre conseiller scientifique. Lucien Jean-Baptiste, réalisateur. Et vous? Enchanté. Entre autres. Sylvain Delouvet, je suis Oui. psychosociologue, chercheur au laboratoire de psychologie à Rennes. D'accord. Ça vous impressionne un peu quand Ah oui, même. oui, c'est impressionnant. C'est une belle ville, Rennes.
Toutes les expériences que l'on montre aujourd'hui sont basées sur les stéréotypes et nos préjugés sur les minorités visibles, hein, c'est bien ça. Ces expériences auxquelles on va assister ensemble vont nous permettre de comprendre pourquoi, dans certaines situations, et de manière très spontanée, inconsciente, nous avons des idées préconçues ou toutes faites sur certaines catégories de personnes. Et souvent uniquement parce qu'ils sont différents de nous. Et cette différence, vous avez raison Marie, elle porte sur la couleur de peau, et donc sur ce qu'on appelle des minorités visibles. Il sera question des personnes noires, des personnes d'origine maghrébine ou d'origine asiatique, mais ce qui est important de bien comprendre, c'est que misogynie, sexisme, antisémitisme, homophobie, grossophobie s'appuient sur les mêmes mécanismes. En fait, ces expériences vont notamment démontrer que nos comportements sont dictés finalement par nos préjugés, alors même que ceux-ci sont inconscients. Exactement. Donc là, ce que l'on va voir, c'est que ces mécanismes nous concernent toutes et tous, et ils s'appuient sur des expériences parfaitement documentées. Nous allons découvrir maintenant la première expérience. Vous allez voir, ça peut nous arriver tous les jours, dans le bus, dans le train, dans le métro. Il se trouve que là, c'est dans une salle d'attente. Jamy, expliquez-nous alors, qu'est-ce qui nous attend là ? Eh bien Marie, pour cette toute première expérience, je me trouve effectivement dans une salle d'attente. Bonjour messieurs. Bonjour. Et comme vous pouvez le constater, pour patienter confortablement, je n'ai pas eu le choix, j'ai dû m'asseoir entre nos deux complices, Florian et Jean-Philippe. Mais imaginez que la configuration soit différente. Nous allons ajouter une chaise. Et je vais demander à nos deux complices de s'installer au milieu. Florian, vous restez à votre place. Jean-Philippe, vous vous décalez. Désormais, pour toute personne qui entre dans la salle d'attente, il y a un choix à faire, s'asseoir d'un côté ou de l'autre. C'est ce que nous allons tester avec nos participants. Les premiers arrivent, je m'éclipse. Pour cette première expérience, nous avons truffé une fausse salle d'attente de caméras cachées. Nos participants vont être invités à y entrer un par un pour remplir un petit questionnaire. Mais ce n'est qu'un prétexte destiné à détourner leur attention sur le véritable objectif de notre expérience, observer de quel côté ils vont choisir de s'asseoir. C'est bon, vous ? Oh ouais, on vous attend. Tout est en place. Notre première expérience peut commencer. Merci. Bonjour. Je vais te laisser t'asseoir et remplir le petit questionnaire. J'entre dans la salle d'attente. Je vois une personne noire. De l'autre côté se trouve un homme blanc. Je trouve ça étrange, mais bon. Je fais ce qu'on me dit, je remplis le papier et puis... Je vous laisse vous asseoir et répondre au petit questionnaire. Bonjour. Je vous laisse vous asseoir et remplir le petit questionnaire. Sur une des bouts de chaise. Bonjour. Bonjour. Après 4 passages, bien que les deux hommes soient habillés de la même manière, aucun participant ne s'est assis à côté de Jean-Philippe, notre comédien noir. Nous demandons alors à nos deux complices d'échanger leurs places. Alors, voilà, c'est là que ça devient intéressant, Objectif, être sûr que la configuration de la pièce n'influence pas le choix des participants. Je te laisse t'installer et remplir le questionnaire. Bonjour. Bonjour. Ça vient de moi. Je voulais pas te le dire, mais Ça vient de moi. j'ai un charme irrésistible. Je suis triste. Tu veux qu'on change? On va voir si c'était peut-être un hasard. Je vous laisse vous asseoir et remplir le petit questionnaire. Bonjour. Le constat est clair, l'inversion des places n'y change rien, Non, c'est pas possible. ou presque rien. Waouh. Waouh, ça commence fort, hein? C'est quand même saisissant. Ça vous est déjà arrivé, ça, Alors, Lucien? Oui, mais c'est-à-dire que lorsque je suis dans une salle d'attente, je me prends pas la tête à savoir si la personne, quand elle rentre. Alors je sens qu'il y a un petit temps.
Mais ce temps, est-ce qu'il Vous le sentez quand même? Ben oui, je sens qu'il y a un temps, mais pas mal de gens, quand on rentre dans une salle d'attente, il y a un choix qui est là, donc il y a toujours ce temps. Après, j'ai l'impression au début, je me suis dit, bon, c'est le réflexe supermarché. On rentre, on va à droite. Les gens de marketing dans les supermarchés l'ont bien compris. Et puis là, quand tu inverses et que tu vois qu'on continue à aller vers ce qu'ils considèrent comme être la bonne place, hein, je n'ai pas les arguments intellectuels de ce qui se passe dans la tête des gens pour décider de leur choix, mais c'est impressionnant. Hein. Non, mais vous, Sylvain, vous avez les arguments scientifiques. Oui, alors c'est intéressant, c'est une vraie expérience ici de la vie quotidienne. On va, je pense, toutes et tous se poser la question la prochaine fois qu'on monte dans un bus, dans un métro ou dans une salle d'attente. Donc ici, ce n'est pas un comportement raciste en tant que tel. Ce qui s'explique très facilement, c'est l'idée qu'on cherche la similarité. On va chercher les gens qui nous ressemblent. C'est reptilien alors? Oui, d'une certaine manière. Certaines thèses expliquent d'un point de vue évolutionniste que les tribus primitives déjà avaient tendance à se méfier de la différence de l'autre et à plutôt chercher la similitude, la similarité. Ici, c'est une question de choix, mais qui est un choix pas forcément volontaire. Et donc, alors qu'ils doivent choisir, ils vont préférer s'asseoir à côté de quelqu'un qui leur ressemble, ou en tout cas de quelqu'un où ils pensent qu'il y a des points communs avec eux. Ici, ça se base sur la couleur de peau, mais ça pourrait être sur d'autres critères extérieurs visibles. Moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est que forcément, ce type d'expérience, alors pour la salle d'attente, c'est pas grave, mais il y a forcément des conséquences quand on va chercher un emploi, l'accès au logement, etc. C'est terrible. Vous vous rendez compte? Parce que même un DRH ouvert, hyper tolérant, eh bien, il va être victime aussi de ce genre de choses inconsciemment, quand il va avoir un prétendant pour un poste. Donc ça ne signifie pas forcément qu'il va écarter à dessein quelqu'un qui ne lui ressemble pas. Cela signifie plutôt qu'il va aller chercher quelqu'un qui lui ressemble. Eh bien, justement, dans l'expérience suivante, on va voir comment nos préjugés peuvent influencer notre jugement au sens propre du terme, Jamy. C'est ça. Tenez, Marie et Lucien, imaginez que vous soyez jurés dans un procès de cour d'assises. Cela pourrait très bien arriver, puisqu'en France, les jurés sont choisis au hasard parmi les personnes inscrites sur les listes électorales et âgées de plus de 23 ans, ce qui me semble être votre cas. Si donc cela vous arrivait, seriez-vous capable de juger sans préjugés? Et nos participants, en sont-ils capables? On y est. Cette expérience s'inspire de tests mis en place par l'École nationale de la magistrature. Ils sont destinés à sensibiliser les futurs magistrats sur le fait que leur jugement peut être influencé inconsciemment par leurs préjugés vis-à-vis de certains accusés. Nous allons donc demander à nos participants de donner une peine de prison à un homme qui a commis un crime. Je vais vous demander d'imaginer que vous êtes juré dans un procès de cour d'assises. Et cet homme est jugé pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. Pour le contexte, il y a une altercation à la sortie d'une boîte de nuit au sujet de filles, selon les premiers témoins. Pendant la bagarre, l'autre homme tombe, il se tape la tête violemment contre le mur et après plusieurs jours de coma, il décède. L'accusé reconnaît les faits. Selon vous, quelle est la peine la plus méritée pour lui? 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans ou 15 ans. On va prendre le milieu, parce que, bon, d'abord, ce qu'il a fait, il l'a pas fait exprès, hein, c'est ça. Hein. C'est ça. Mais bon, quand même, ça se fait pas quand même, donc on va mettre 10. 5 ans. Cet homme, il a commis un acte, je me réfère à l'acte en fait, pas à son physique. Il a une bonne tête, il a pas l'air d'être violent. Une bonne tête? Qu'est-ce qu'une bonne tête? Qu'est-ce qu'une bonne tête? C'est une erreur de jeunesse. 7 ans, puis il a le droit de continuer ses études s'il est étudiant, parce qu'il a une tête d'étudiant. Donc voilà. Je vais mettre 5 ans. C'est pas de sa faute. Je dirais 3 ans. 3 ans? Ok. 7 ans. 7 ans? Ok, très bien. Mais en réalité, tous les participants ne sont pas confrontés au même accusé. Le crime reste exactement le même, mais est-ce que la peine de prison va varier en fonction du visage de l'homme qui leur est présenté? Alors, vous avez une idée? Je dirais la peine maximum. 15 ans. Et qui a déclenché la bagarre? Vous n'avez pas les informations? Il n'y a pas perpétuité? Non. Maximum, c'est 15 ans. Ouais, le maximum, c'est 15 ans. 15 ans. 15 ans. Dans la mesure où la personne qui est décédée, c'est pas de ma famille, et si je reste neutre, en fait, je dirais 3 ans. 3 ans, 5 ans, 10 ans ou 15 ans? 10 ans. 10 ans. Je lui attribue 10 ans en me disant que de toute façon il en fera que 5, hein, parce que voilà. 12 ans. 12 ans? Ouais. Pour moi, il mérite 15 ans, parce que c'est très très grave ce qu'il vient de faire.
Et il était hors la loi et je pense que ça va lui remettre un peu les idées en place. Il y a des vies en jeu, il y a, je vais dire 10 ans. Ok, très bien. 10 ans, ça me semble pas mal. 15 ans, ouais, 15 ans. Donc si on peut pas plus, ouais, je dirais à 15 ans. Résultat, l'accusé d'origine maghrébine a écopé d'une peine de prison supérieure à celle de l'accusé blanc. Mais plus encore, les participants ont été 5 fois plus nombreux à lui donner la peine maximale de 15 ans d'emprisonnement. Réaction, Lucien. Moi, je vais finir en larmes. J'ai grandi dans le Val-de-Marne et quand on avait 16 ans, on cherchait des stages. Et quand j'appelais, oui, bonjour, Lucien Jean-Baptiste, j'appelle pour un stage. J'avais le stage. Et 2 minutes plus tard, j'avais mon copain qui avait un nom à consonance maghrébine. Il appelait, et ben il n'avait pas le stage. Et d'autres appelaient et avaient des stages. Alors, c'est très bien ces expériences. Moi, j'ai pas forcément besoin d'avoir ces expériences pour comprendre qu'il y a de la discrimination sur certaines catégories d'individus. En revanche, j'ai besoin de ces expériences. On a besoin de ces expériences pour comprendre comment ça fonctionne là-dedans. On est bien d'accord. Dans l'expérience qu'on vient de voir, avec nos 2 accusés, il n'y a pas forcément de volonté de nuire directement de la part des individus. Il y a simplement le recours à un fameux biais intégré de manière délibérée ou automatique. Et cette intégration, elle se fait par la culture, par les médias, les journaux, la télévision, par tout ce qui nous entoure. En fait, culturellement, on va apprendre à discriminer. On va apprendre par des films que le méchant correspond à telle catégorie d'individus. On va dans la presse, à propos de faits de délinquance ou de grand banditisme, nous présenter le prénom et le nom, voire la photo de tel individu, plutôt que de tel autre. Tout ça va nous conditionner d'une certaine manière. Mais on conditionne la discrimination, donc ça veut dire qu'on peut conditionner le lien. C'est-à-dire qu'à travers ce que vous avez dit, les médias, etc., on peut aussi apporter un message d'union pour commencer à déconstruire ces clichés. Je sais qu'il y a énormément d'associations qui font des choses formidables, qui se battent pour qu'au quotidien, eh bien, on déconstruise ces phénomènes d'un autre temps. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment tout ça, quel chemin ça fait, comment ça se construit dans notre cerveau. Regardez. Observez cette image. Seriez-vous capable de traiter autant d'informations sur toutes ces personnes? Bien sûr que non. En fait, notre cerveau est naturellement paresseux. Pour s'économiser, il réduit la complexité du monde qui nous entoure. Alors, plutôt que de distinguer les gens un par un, il préfère les classer automatiquement dans des catégories. Les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les riches et les pauvres, les homosexuels, les roux, les obèses, mais aussi les blancs et toutes les minorités visibles, ou encore les juifs et les musulmans, et tant d'autres. Cela s'appelle la catégorisation sociale. Ce mécanisme psychologique entraîne aussi des biais de perception. Notre cerveau perçoit en priorité les ressemblances entre les individus de notre propre groupe et les différences avec les membres des autres groupes. Conséquence, quand quelqu'un appartient à notre groupe, nous nous sentons aussitôt plus proches de lui. Comme il nous ressemble, il est rassurant. En revanche, si un individu appartient à un autre groupe, nous le percevons comme différent de nous et donc potentiellement menaçant. Concrètement, c'est ce mécanisme de catégorisation sociale qui est à la racine de tous les stéréotypes et préjugés. Eux sont spontanément mis à distance par rapport à nous. Et cette distance peut générer des sentiments de rejet, voire de rivalité, de peur et potentiellement de haine. C'est la base de tous les conflits entre groupes humains. Sylvain, on vient de l'entendre, c'est ce mécanisme de catégorisation sociale qui est à l'origine des discriminations, de nos préjugés et donc du racisme. Effectivement, c'est un mécanisme clé dans notre cerveau pour expliquer la formation des stéréotypes et des préjugés. C'est quoi un stéréotype et qu'est-ce qu'un préjugé? Un stéréotype, il faut le voir comme un ensemble d'idées préconçues que l'on va appliquer à un individu du simple fait de son appartenance à un groupe. Le préjugé, lui, c'est l'attitude que l'on va avoir vis-à-vis de ce groupe. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. On est au début des années 50 aux États-Unis et 2 chercheurs américains, Caroline et Muzaffer Sherif, veulent étudier les préjugés. Cela se passe dans un camp de vacances avec des adolescents. À l'arrivée des adolescents, Caroline et Muzaffer Sherif les partagent en 2 groupes, de manière totalement aléatoire.
Le premier groupe va s'appeler les aigles, le second, les crotales, les serpents. Et pendant quelques jours, ils vont les faire jouer à des jeux de compétition. Ils vont les faire s'opposer. À quoi va-t-on assister? Eh bien, très rapidement, une identité de groupe va émerger. Très rapidement, de l'hostilité va naître entre les deux groupes. Très rapidement, des stéréotypes et des préjugés vont émerger. Ils émergent de quoi? De la catégorisation sociale. On va employer le « nous » à partir du moment où on est catégorisé. Nous, eux. Mais le « nous », ça peut être nous, Français, ça peut être nous, ceci, nous, femmes, nous, n'importe quoi. Cette présence du « nous » indique le mécanisme de la catégorisation sociale et devrait donc nous alerter derrière sur l'existence de stéréotypes, sur les préjugés et sur la discrimination qui peut arriver. Alors on va continuer à voir à quel point nos préjugés influencent nos comportements. La prochaine séquence, nous l'avons tournée dans la rue en caméra cachée. Voici une scène à laquelle vous pourriez assister dans la vie quotidienne. Vous marchez sur le trottoir et vous découvrez un jeune homme, notre complice, prénommé Johan, en train de scier l'antivol d'un vélo. Comment réagiriez-vous? Nos caméras cachées vont nous permettre d'observer la réaction des passants. Constat, si la plupart des passants jettent un rapide coup d'œil à Johan, tous continuent leur chemin comme si de rien n'était. Une cycliste, tout de même, s'arrête et interpelle notre comédien. C'est votre vélo? Oui, c'est mon vélo, oui. C'est un peu bizarre. De quoi? De voir quelqu'un avec un truc en train d'enlever une chaînette de vélo. Ah oui, non, mais vous inquiétez pas, oui. Ça va, vous vous faites pas agresser? Oh non, ça va, non. Ben oui, c'est ça, et je suis très embêté parce que j'habite assez loin, donc... Merci beaucoup. Et au début, vous vous êtes dit quoi? Que je voulais le vélo ou que j'ai oublié mes clés pour la première impression? La première impression, pour moi, parce que vous avez une tête de tout honnête. Oh, wow. Vous avez quoi? Une tête de type honnête. C'est ça ce qu'elle a dit, hein? C'est que vous aviez perdu vos clés. Ouais. Après, l'honnêteté des gens, elle se lit pas... Enfin, La vie ne fait pas le moine. voilà, sur le visage. Merci beaucoup, madame. Passez une bonne journée. Visiblement, personne ne soupçonne Johan de vouloir voler le vélo. Plus encore, quand il demande de l'aide aux passants, voilà le résultat. Bonjour, messieurs, dames. Est-ce que vous avez des petits conseils pour couper un antivol ou, Oui, alors là, avec ça, vous avez... Oui. Enfin, du coup, là, vous allez pas vous en sortir. Ah oui? Alors, il faudrait que vous preniez un coupe boulon, là, ou leur demander si vous preniez... Je crois qu'il y a un truc de location qui est juste en train de barrer. Je crois qu'il est là à 50 mètres, ils sont sur la droite. Ok. Je vais continuer 5 minutes et puis après, je suivrai votre conseil. Ben, merci. Manifestement, les passants sont extrêmement bienveillants à l'égard de notre faux voleur. Mais est-ce que le fait qu'ils soient blancs a influencé leur comportement? Pour le savoir, nous avons remplacé Johan par un comédien d'origine maghrébine, Bachir, habillé de la même façon. C'est pas bien de faire ça. Mais c'est salaud. Étonnamment, l'attitude des passants n'est pas du tout la même. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Qu'est-ce que vous faites? Non, it's my bike. C'est mon vélo. J'ai perdu la clé. J'ai perdu la clé. I lost the key. Yes, I lost key. It's not a problem. Yes, I lost the key. C'est bon, y a rien. J'ai dit c'est bon, y a. Je coupe. Oui, vous inquiétez pas. Ça ira. Comment? C'est votre vélo. Vous inquiétez pas, monsieur. Vous appelez la police, hein? Ah bah tiens. J'ai plus la clé, j'ai dit. J'ai perdu la clé. J'ai appelé la police. Vous êtes en train de voler un vélo, là. Non, je suis... La police va arriver à vous porter. Vous inquiétez pas, monsieur. Et soudain, quelques minutes plus tard... Non, c'est des vrais policiers? Oui. Ah, j'adore! On m'a volé 2 vélos dans Paris. J'ai jamais un policier qui est venu. C'est mon vélo. C'est mon vélo. C'est mon vélo? Oui, c'est mon vélo. J'ai juste perdu la clé. Ok. Comment je peux savoir, moi? Bah, j'ai perdu la clé, monsieur. Vous avez des pieds
Non, je n'ai pas de pièce d'identité. Attendez, il y a un jambon. T'as rien? Non, j'ai rien. En photo? Non, c'est mon vélo, madame. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est votre vélo? Ouais, j'ai pas la pièce d'identité du vélo. Vous avez pas une facture? Pas du tout, non, je me balade pas avec la facture, madame. Pour vous ramener, on vérifie le sac, il y a quoi dedans, on va voir. Il y a mes affaires personnelles. Ça me paraît bizarre aussi. Bah, j'ai perdu la clé, c'est pour ça, madame. Pour désamorcer la situation, notre équipe est donc obligée d'intervenir. Oh le bordel, mais vous êtes fous! Le constat est implacable. La situation est la même, tout comme l'attitude et la tenue de nos deux comédiens. Mais la réaction des passants est radicalement différente selon le profil du personnage. Oh bah dis donc. Mais poussons l'expérience plus loin. Comment les passants vont-ils réagir face à Uriel, notre jeune comédienne blonde, dans la même situation? Résultat, instantanément, un homme vient proposer son aide à notre comédienne. C'est bloqué là, c'est un peu bloqué. Vous vous promenez avec un ici? Vous promenez avec un ici? Mais non, mais c'est bloqué en fait, j'ai un peu du mal à... Je tiens? Là, le mec se fait arrêter, tu sais. Elle est pas bien? C'est tout ce que j'avais, j'ai pris ça, mais... En quelques minutes à peine, 3 autres hommes viennent proposer leur aide à notre comédienne, Bonjour. Merci, monsieur. sans jamais lui demander si le vélo lui appartient. Ouais. Peut-être que vous allez chez BM, là, Ouais. juste à côté. Ouais. Parce que c'est spécialisé dans les motos. Ils vont vous trouver un truc qui va vous prendre deux de... Ok. Franchement, moi je vous conseille de faire ça. Ok, ouais. Parce que là, je pense que vous allez... Ouais, c'est compliqué. Ok, c'est gentil. Ça vous a beaucoup fait réagir. Ah oui, oui, Lucien, oui, hein. oui, oui. C'est dur, hein, mais je suis un peu... ça m'a touché, ce truc, parce que... Vous savez, moi, il m'est arrivé combien de fois de rentrer dans des halls d'immeubles et combien de fois on m'a dit qu'est-ce que vous faites là? Voilà, j'ai vécu ce genre de choses. Moi, je suis rentré dans des productions avec un casque à la main. On vous a pris pour le coursier? Mais bien sûr, mais je lui en veux pas. Les gens sont conditionnés. C'est des fameux préjugés, stéréotypes, clichés. Et je peux pas en vouloir à quelqu'un d'être enfermé là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tous les jours, on va prendre un mini-phénomène pour dire, voyez, c'est encore un maghrébin, c'est encore un homme noir. C'est très compliqué, mais on a tous une part de responsabilité. Et c'est pour ça, puisse cette émission être vue, entendue, pour qu'on arrive à faire évoluer certaines façons de voir ou de penser, c'est très important. Mais on retrouve les mêmes phénomènes quand on écrit un scénario aussi, pour le cinéma, pour la télé. À un moment, il faut mettre le méchant. Qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois, on est confronté à ça. Quand on doit mettre une secrétaire, parce que ça marche pas qu'avec les Noirs et les Arabes. Dans le cinéma, le cliché, à une époque, la blonde, c'était la nunuche, la rousse, la prostituée, et la brune, la fille parfaite. Vous voyez, il y avait ce qu'on appelait les injonctions normatives. Mais justement, Lucien, vous parlez de choix. Et là, c'est extrêmement intéressant. Parce que quand vous faites un scénario et que vous êtes amené à aller chercher qui sera le méchant, vous allez faire appel, même si vous ne le souhaitez pas, à vos stéréotypes. Les stéréotypes ont un caractère automatique. Mais ensuite, le comportement, votre choix délibéré, vous, de donner tel rôle à tel méchant, le choix qu'ont fait certains passants de téléphoner à la police. Ici, c'est un choix délibéré. On a donc d'un côté le stéréotype qui va arriver de manière assez automatique, inconsciente pour reprendre vos termes, parce qu'il est culturellement appris, culturellement enseigné d'une certaine manière. Mais ensuite, on peut choisir de délibérément ou non adhérer à ce stéréotype, à ce préjugé. On a une parfaite illustration de tout ce que j'ai évoqué. La catégorisation sociale, eux, nous, est-ce qu'il fait partie de mon groupe ou non, qui active automatiquement des stéréotypes, qui entraînent des préjugés. Je les aime, je ne les aime pas, j'ai confiance, je n'ai pas confiance, et qui, dans certains cas, déclenche le comportement discriminatoire, le téléphone à la police. L'expérience suivante, elle est spectaculaire. Nos participants vont être placés dans une situation totalement inhabituelle, dans un contexte menaçant qui va immédiatement influencer leur comportement. C'est à vous, Jamy. Marie, Lucien. Oui.
Je suis sûr que vous adorez le laser game. C'est une excellente activité pour entretenir nos réflexes. Eh bien, c'est un petit peu l'esprit dans lequel va se dérouler la prochaine expérience. Je ne vous en dis pas plus, vous allez très vite comprendre. Alexandre, approchez-vous et bienvenue dans les sous-sols de l'émission. Merci. Je vais vous remettre un pistolet. Il est chargé. Enfin, la batterie est chargée. C'est un pistolet de laser game, un jouet. Donc, voilà ce qui va se passer. Dès que le chronomètre va être déclenché, des personnes vont surgir d'un peu partout dans ce décor bigarré. Certaines de ces personnes tiennent un téléphone, totalement inoffensif. D'autres tiennent un pistolet. Là, c'est beaucoup moins drôle. L'objectif, vous l'avez compris, c'est de neutraliser un maximum de personnes qui tiennent un pistolet le plus rapidement possible. En évitant, bien sûr, celles qui tiennent un téléphone. Jamy fait croire à nos participants qu'ils sont uniquement testés sur leurs réflexes. Mais c'est pour détourner leur attention. En réalité, nous allons observer leur comportement en fonction de la couleur de peau de nos figurants. Tenez. Merci. Je vous laisse faire, et moi je vais me mettre à l'abri. Très bien. En effet, pour cette expérience, nous avons fait appel à 3 figurants blancs, 2 d'origine maghrébine et un noir. Terrible. Question, nos participants vont-ils plus tirer sur les figurants désarmés noirs ou d'origine maghrébine que sur les figurants désarmés blancs? En attendant, ils ne se doutent de rien. Pour eux, il s'agit avant tout d'un amusement. Et certains se sont particulièrement pris au jeu. Ah. Pardon. J'étais prêt à en découdre. Désolé. Visiblement, certains avaient également besoin de relâcher un peu la pression. Bon, là, j'arrive, on me file le pétard dans la main et on me dit il faut dégommer tout ce qui a un pistolet et sauver ceux qui ont un portable. Ah merde. Putain, j'ai une dégoûte. 2 otages. Le premier qui sort, je crois qu'il avait à peine sorti le petit doigt que j'avais mis 4 impacts dedans et malheureusement il avait un portable. Et après, j'arrive plus ou moins à dégommer tous les pistolets roses. Ouais, j'ai eu le. Mais dans la foulée, 1 ou 2 otages de plus qui sont en dommages collatéraux. Mais bon, comme je visais bien que j'ai touché le portable, je pense que je les ai pas tués. En réalité, cette expérience n'a rien d'un jeu. Elle s'inspire de recherches réalisées aux États-Unis pour déterminer si les policiers américains sont inconsciemment plus enclins à tirer sur les citoyens noirs que sur les blancs, même quand ceux-ci sont désarmés. Cela s'appelle le biais du tireur. D'un coup arrivent des individus, certains avec leur téléphone et d'autres avec un pistolet. J'analyse pas correctement l'environnement et je tire. Les résultats de notre expérience sont très clairs. De manière totalement involontaire, nos participants ont tiré près de 4 fois plus sur les figurants désarmés noirs ou d'origine maghrébine que sur les figurants désarmés blancs. Mais l'expérience ne s'arrête pas là. Cette fois, nous allons mettre nos participants face à un dilemme. 2 individus vont surgir en même temps, un homme blanc et un homme d'origine maghrébine. Tous les 2 tiennent un pistolet. Tous les 2 représentent donc exactement la même menace. Comment vont réagir nos participants ? C'est même pas la question sur qui je vais tirer ou pas. Enfin, moi, je tire sur le premier que je vois, en fait. Là encore, sans réfléchir, les participants ont été 4 fois plus nombreux à tirer en priorité sur le figurant d'origine maghrébine. Merci. Waouh. Mais je vous l'avais dit, vous voulez pas me croire. Très je vous ai fort. dit, c'est C'est spectaculaire. terrible parce que le rapport inconscient sur les réflexes va donner des résultats. Enfin, c'est très impressionnant. Voilà, parce qu'on va être vraiment dans ce qu'on a au fond du cerveau. Ça fait même peur parce que je suis sûr que si je participe à ces tirs, peut-être que je vais moi aussi tirer sur un confrère de couleur, on va dire. Voilà, mais Sylvain,
C'est vrai, ça fait peur, ce qu'on vient de voir, parce qu'on s'interroge immédiatement sur nous. Exactement. Et nous tous, et notre inconscient. Et tout se joue là. Oui, ça fait peur parce que si on avait été à leur place, je pense effectivement qu'on aurait agi de la même manière qu'eux. Bien sûr. Ça ne veut pas dire que ni nous, ni nos participants sont racistes. Ici, on a une illustration de l'ancrage fort et automatique, plutôt qu'inconscient, mais c'est la même idée, d'un stéréotype et des conséquences sur nos comportements. Ce sont ces stéréotypes-là qui nous amènent à percevoir la scène comme encore plus menaçante qu'elle ne l'est. Et donc, on va s'accrocher à ces stéréotypes-là pour agir. L'émotion va être très forte et la réaction l'est aussi. L'expérience suivante, vous la connaissez bien, Sylvain, parce que vous avez participé à sa conception. Oui, il y a une vingtaine d'années, avec des collègues de l'Université de Clermont-Ferrand, et notamment une équipe dirigée par Michael Dambrun, nous avons réalisé, dans le cadre d'un projet que je co-dirigeais sur les stéréotypes, déjà à l'époque, une expérience très originale avec des enfants. Regardez, parce que cette expérience a été reproduite spécialement pour notre émission. Pour cette expérience, nous avons demandé à un groupe d'enfants âgés de 5 à 6 ans d'assister à un petit spectacle de marionnettes. Ah bon, alors d'accord, ça c'est une banane. Bon, en tous les cas, l'important c'est que c'est bon à manger. Eh ben... À plusieurs reprises au cours de ce spectacle, la marionnettiste demande aux enfants de voter en levant la main pour répondre à des questions simples. L'objectif est de les entraîner avant de leur poser la véritable question centrale de l'expérience. Ceux qui préfèrent le bleu, levez la main. Et ceux qui préfèrent le jaune, levez la main. Ah, ensuite, ça, qu'est-ce qui t'arrive ? les enfants découvrent qu'une petite fille, Vanessa, s'est fait voler son goûter. Mon petit pain au chocolat. Deux suspects sont alors présentés, un petit garçon blanc, Kevin, et un petit garçon noir, Moussa. Tous les deux clament leur innocence. Moussa, est-ce que c'est toi qui as volé le petit pain au chocolat de Vanessa ? Non, moi j'ai rien fait. Kevin, est-ce que c'est toi qui as volé le petit pain au chocolat de Vanessa ? Bah non, moi j'ai rien fait, moi. Vanessa, est-ce que tu reconnais ton voleur ? Mais non, je t'ai dit que je l'avais pas vu. Ah, bah ça va être compliqué. La question est alors posée aux tout jeunes spectateurs. Selon eux, qui a volé le goûter de Vanessa ? Oh. Ceux qui pensent que c'est Moussa qui a volé le petit pain au chocolat de Vanessa, levez la main. Et ceux qui pensent que c'est Kevin qui a volé le petit pain au chocolat de Vanessa, levez la main. Résultat, les enfants sont spontanément plus nombreux à désigner Moussa comme le voleur le plus probable. Ils apprendront à la fin qu'en réalité, le goûter de Vanessa avait été volé par un oiseau. Réaction, Lucien, sur ces marionnettes. C'est terrible, ça commence très tôt. Ça commence très tôt, donc ça veut bien dire qu'on a une responsabilité en termes d'éducation. Souvent, les enfants sont influencés évidemment par leurs parents. Et moi, je le vois, il faut faire très attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait écouter à nos enfants, parce qu'il y a évidemment un écho. Et puis après, les enfants, ils vont dans la rue, ils regardent des affiches, ils voient des publicités. Et quand la Reine des Neiges arrive... belle et blanche, quand ils lisent... Elle est pas voyez, noire. Voilà, c'est tout ça, c'est tout ça. Alors, je ne demande pas à avoir une Reine des Neiges noire, c'est pas ça, mais essayer d'équilibrer. Voilà, on essaye de comprendre que le monde est en mouvement. Et les enfants nous prouvent qu'il y a un peu de travail. Sylvain, qu'est-ce qu'elle révèle, cette expérience des marionnettes ? Alors, d'abord, il faut bien prendre conscience qu'elle ne prouve pas que les enfants sont enclins naturellement à la discrimination. Au contraire, comme Lucien vient de le dire, les enfants... ils sont sensibles aux normes sociales. Les enfants, ils observent qui ? Nous, les adultes. La modélisation, c'est ça. Exactement. Et ils vont incorporer les stéréotypes, les préjugés de leur entourage. Ça me rappelle, il y a une expérience, enfin je sais pas, peut-être que ça vient après, je sais pas, sur les poupées, j'avais mis ça dans un documentaire. Eh bien, justement, voilà, merci beaucoup, hein. Vous êtes un D'accord. professionnel. Hein. Non, mais oui. Ce test de la poupée, il a été refait pour l'excellent documentaire intitulé Noir en France, qui a été diffusé en 2022 sur France 2. On va le regarder ensemble, on va le commenter après, regardez. Quelle poupée tu préfères ? Celle-là.
Elle. Quelle est la poupée que tu préfères? Pourquoi? Carquet. Parce que quoi? Carquet, c'est mon préféré. Celle-là. Pourquoi? Parce que ma sœur, elle joue que avec ses poupées blanches. Ce serait la Blanche-Moi. Pourquoi? Parce que j'aime bien ses yeux bleus. Quelle est la poupée la moins jolie? Celle-là. Pourquoi? Je sais pas. Parce qu'elle est noire. Quelle est la poupée la moins jolie? La noire. Parce que j'aime pas trop le noir. Pourquoi? Parce que tous les enfants de mon école, ils sont blanches. Et moi, quand je serai grande, je mettrai de la crème pour devenir blanche. Waouh. Lucien, vous avez une fille, vous avez 2 garçons aussi. Oui. Et vous avez une fille. Oui. Vos enfants sont métis. Oui. Gris. Évidemment. Puisque gris. la maman est blanche, le papa est noir. Je Gris. connaissais pas cette couleur. Vous voyez, on pourrait dire ça. Qu'est-ce que ça vous inspire? Quand on a des enfants non blancs, eh bien, au niveau de la consommation, on est toujours en train de se poser des questions. Est-ce que je lui offre la poupée noire? Est-ce que je lui offre la poupée blanche? Alors, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai trouvé une poupée indienne. Non, sérieusement? Non, sérieusement, elle a tout eu. Elle a eu des poupées noires, elle a eu des poupées blanches, mais je fais pas cas de cela. Vous voyez, j'essaye de lui dire, le monde est naturellement multicolore. C'est des gamins, ils auront le temps de se faire leurs pensées. Mais ces 2 petites filles, à la fin, sur la perception qu'elles ont de leur propre image, voire de leur propre couleur, qu'est-ce qu'il révèle, ce test? Ce test, il est terrible. Ben oui. Mais il est terrible parce qu'il s'agit d'une réplication récente. À l'origine, c'est effectivement un test célèbre des années 40, mené par 2 psychologues afro-américains, Keynes et Mamie Clark. Et ils ont, dès l'époque, montré qu'il y avait des préjugés très rapidement chez les enfants. Ils voulaient mettre en évidence la ségrégation raciale aux États-Unis à cette époque. Et ce qui est terrible, c'est que toutes les réplications, toutes les expériences reprises, année après année, en France, dans d'autres pays, donnent toujours les mêmes résultats. C'est ce qu'on appelle une internalisation du stéréotype. Internalisation. Exactement. C'est lorsque des membres d'un groupe incorporent le stéréotype qui leur est attribué. Et on voit bien que ici, les petites filles noires ont internalisé, c'est-à-dire ont incorporé le stéréotype qui est posé sur la couleur de peau pour choisir les poupées blanches comme étant plus jolies, plus mignonnes et rejeter dans le même temps, vous avez vu, les poupées noires. Alors, il ne faut pas partir défaitiste en considérant que dès tout petit, les enfants sont racistes et que plus rien ne bougera à l'avenir, puisqu'en fait, ils sont porteurs de préjugés ou de stéréotypes parce que leur modèle, les adultes, leur entourage, leur inculque ces stéréotypes ou ces préjugés. Mais dans le même temps, notre cerveau, il peut évoluer. Et c'est par la rencontre, c'est par l'éducation, c'est par l'éducation. Exactement, qu'on peut aussi jouer sur notre cerveau. Expérience suivante. Jamy, je crois, est sur le point d'entrer en scène. Oui, Marie, mais je ne vais pas me lancer dans le stand-up. Si je me trouve dans un théâtre, c'est tout simplement parce que l'expérience suivante va prendre la forme d'une scénette. L'objectif, montrer à quel point la catégorisation peut avoir des conséquences problématiques dans la vie quotidienne. Alors, je ne parle pas trop fort parce que les participants se trouvent juste derrière ce rideau qui va s'ouvrir d'un instant à l'autre. Je vais me mettre en place. C'est plutôt sympathique comme entrée en scène. Très classe. Alors, vous êtes bien installés? Oui. Oui. Bon. Alors, je ne suis pas ici pour vous faire un numéro de claquette, mais pour faire un certain nombre de tests. Je vais vous poser des questions auxquelles vous allez répondre en levant la main. Vous le voyez, c'est pas sorcier. Elle est facile, celle-là. Première situation. Une fois de plus, nos participants ne doivent pas se douter qu'ils se prêtent à des expériences sur le racisme. Sinon, ils risqueraient d'agir de façon moins spontanée, ce qui biaiserait les résultats. Alors, pour ne pas éveiller leurs soupçons, la véritable expérience est noyée au milieu d'autres tests, factices ceux-là, dont les résultats nous importent peu. Troisième situation. Votre évier fuit. Et pour faire la réparation, vous connaissez 2 plombiers qui sont déjà intervenus chez vous. Vous devez absolument envoyer rapidement des documents importants aux impôts. Et pour ça, vous avez besoin
d'une grande enveloppe. Vous avez 2 possibilités. La véritable expérience, la voici. Elle s'inspire d'une étude américaine sur les difficultés à reconnaître les visages entre différentes communautés. Et vous aussi chez vous, vous pouvez y participer. 6 comédiens vont venir me rejoindre sur scène en tenue. Ces 6 comédiens vont jouer devant vous une petite scénette. Je vous demande d'écouter attentivement et de regarder. Messieurs, c'est à vous. Bon, un partout, faut qu'on assure la deuxième mi-temps, là. Moi, j'y crois. C'est carrément jouable. Oui, leur gardien n'a pas l'air dans son bon jour. Moi, je vais pas lâcher leur attaquant. Il est balèze. Mon genou recommence à me tirer, mais ça devrait le faire. Allez, on y croit et on récupère 3 points. Au Lakers. Vous souvenez-vous de ce qu'a dit chaque comédien? Seriez-vous capable d'attribuer la bonne réplique au bon comédien? Pour répondre à ce test, vous allez utiliser l'application que vous avez téléchargée en arrivant sur votre téléphone. Vous allez voir apparaître les répliques des comédiens et également leur visage. Dès qu'une réplique apparaît, les visages défilent. Vous n'avez qu'à cliquer sur le visage du comédien qui, selon vous, a dit cette réplique. À vous de pianoter, et étant donné que vous avez été très concentré pendant la représentation, eh bien, je pense que pour vous, ce sera un jeu d'enfant. Pour ajouter un peu de difficulté à l'exercice, nous avons demandé à nos comédiens de se placer sur le devant de la scène en se mélangeant. Alors là, putain, c'est la galère, les photos. Les gars, ils ont changé de place. Et j'arrive pas je mélange avec deux. Ben ouais, les deux personnes asiatiques. Par rapport à la coupe de cheveux, il y en a un, j'ai un doute. J'ai du mal à déterminer qui a dit quoi. À ce moment-là, je réfléchis beaucoup. Mais finalement, je suis assez visuelle, donc je pense ne m'en être pas trop mal sortie. Et vous, auriez-vous été capable de réattribuer chaque réplique au bon comédien ? Pour ce qui concerne nos participants, leur vote est très clair. Ils ont fait quasiment 2 fois plus d'erreurs en attribuant les répliques aux comédiens d'origine asiatique qu'en les attribuant aux comédiens blancs. Messieurs, je vous laisse regagner les vestiaires et on se retrouve à la 3e mi-temps. Bon, c'est facile à dire maintenant, mais Lucien, vous auriez été capable de... Impossible. Pour le test, je me suis complètement planté. Pour le test, vous seriez Ah planté. oui, j'étais perdu. Mais qu'est-ce que ça révèle? Le fait d'avoir été capable de mieux attribuer les bonnes répliques aux comédiens blancs et d'être plus flottant et de moins bien attribuer les répliques aux comédiens d'origine asiatique. Cette expérience, elle s'appuie sur une étude réalisée dans les années 70 par Taylor et Fisk. Ce que cela illustre, c'est que les différences intracatégorielles sont plus fréquentes que les différences intercatégorielles. Dit beaucoup plus simplement, ça revient à la phrase « Ils se ressemblent tous ». Parce que moi, je l'ai entendu, ils se ressemblent tous. Hein. Et en fait, c'est valable pour tous les groupes face à un autre groupe. Oui, exactement. C'est une des conséquences de cette fameuse catégorisation sociale. Je prends un exemple, Lucien. Marie, nous savons bien que tous les Martiens sont... verts. Ah. Magnifique consensus. Mais si maintenant je vous demande de décrire tous les terriens, là, nous sommes confrontés à la difficulté. Bravo. Regardons juste autour de cette table. Il y en a qui sont chauves. Et donc, nous sommes... Qui portent des lunettes. Qui portent des lunettes. Donc, à partir du moment où nous catégorisons les individus en groupes, ce biais apparaît. Cette tendance à voir les membres d'un groupe qui n'est pas le nôtre comme se ressemblant. Dans cette expérience, on l'a bien vu, ils ne sont pas confrontés régulièrement, la plupart de nos participants, à des individus d'origine asiatique. Et donc, ils ont tendance
à les mélanger. Alors Lucien, on va retrouver Jamie pour l'expérience suivante, où on va voir que nos stéréotypes, nos préjugés ne sont pas forcément liés uniquement à l'apparence physique. C'est bien ça, Jamie? Absolument, Marie. La façon dont s'exprime une personne, avec un accent par exemple, peut influencer la perception que l'on a de cette personne et générer des idées reçues. Ah, les accents. C'est l'objet de la prochaine expérience. Pour cela, nous avons divisé les participants en plusieurs groupes. Chaque groupe va assister à une petite conférence qui sera donnée par un expert qui, justement, a un accent. Et ensuite, nous demanderons aux participants ce qu'ils en ont pensé. Le premier groupe arrive, je vais les accueillir. Cette expérience est l'adaptation de nombreuses recherches réalisées à travers le monde sur la façon dont nous percevons différemment la compétence des gens en fonction de leur accent. Bon, tout se passe bien pour vous? Oui. Bon. Alors, pour la prochaine expérience, vous allez assister à une petite conférence. 2-3 minutes, pas plus, sur un sujet qui va sûrement vous passionner. On va vous parler de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les stratégies financières. Et ensuite, on vous posera quelques petites questions. Rien de bien méchant. L'expert qui va intervenir devant vous s'appelle Helmut Krauss. Il est allemand et travaille en France. Voilà, je vous laisse donc en compagnie du professeur Krauss. Bonne conférence, je vais le chercher. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Le conférencier rentre, donc un grand monsieur en costume avec un accent allemand, et il commence donc à nous expliquer sur l'intelligence artificielle, sur le krach boursier. Première conséquence. Ces robots conseillers sont capables d'analyser en temps réel des quantités phénoménales de données très compliquées. C'est ce qu'on appelle les big data. Et vous, chez vous, comment le trouvez-vous, ce professeur Krauss? Il vous semble compétent, convaincant, chaleureux? Ce robot conversationnel qui est aujourd'hui capable de fournir des conseils aux banquiers. Et nos participants, comment l'ont-ils trouvé? Au sortir de la conférence, nous les avons isolés dans des box où nos enquêteurs les ont interrogés pour récolter leur avis, sans qu'ils puissent se douter des véritables objectifs de l'expérience. En termes de compétences, vous diriez qu'il a paru très compétent, plutôt compétent, moyennement compétent, pas très compétent ou pas compétent du tout? Très compétent. Très compétent. Plutôt compétent. Plutôt convaincant. Sa diction et sa tenue donnent du sérieux à son propos. Très compétent dans son domaine. La présentation était claire, le discours était ordonné, et puis l'accent allemand rajoutait un peu du peps. Moi, j'ai bien aimé. Il parlait avec un accent allemand, il connaissait bien son sujet. Pas chaleureux, pas particulièrement. Moyennement chaleureux. Moi, je dirais moyennement chaleureux. Moyennement chaleureux. Résultat, quasiment tous nos participants ont qualifié le professeur Krauss de sérieux, compétent ou convaincant. Et pourtant, ce professeur n'existe pas. L'homme qui a donné cette conférence n'a rien d'un expert en stratégie financière, c'est un comédien. Il s'appelle Denis Duval et il a pris l'accent allemand. Première conséquence. Ces robots conseillers sont capables d'analyser en temps réel des quantités... Mais il peut aussi prendre l'accent marseillais. Ces robots conseillers sont capables d'analyser en temps réel... Ce qu'il fait face à notre deuxième groupe. ...de données très compliquées, ce qu'on appelle les big data. Cette capacité des IA à traiter très vite des données complexes... Le conférencier est le même, le texte de la conférence est exactement le même, au mot près. Seul l'accent change. Mais alors, comment les participants de ce deuxième groupe vont-ils qualifier notre faux expert marseillais? Vont-ils le juger différemment de ceux du premier groupe? C'est super intéressant. Si vous deviez le qualifier plus précisément, en termes de compétences, il vous avait l'air très compétent, plutôt, moyennement, pas très ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout compétent. Oh la vache. Moyen compétent. Moyen? Très peu compétent. Moyennement compétent. Ok. Ça m'a pas convaincu, donc je dirais pas du tout convaincant. Pas du tout. L'accent du conférencier me perturbe dans la mesure où il n'est pas convaincant pour moi. C'est intéressant, mais on a l'impression qu'il ne sait pas de quoi il parle.
Ouais, j'ai bien aimé son accent. Ah bon? Sympathique. Plutôt chaleureux. Plutôt chaleureux. Plutôt chaleureux. Je pense effectivement que son accent influence un peu ma manière de le percevoir. Très chaleureux. Résultat, alors que le texte de la conférence est exactement le même, les participants de ce deuxième groupe ont jugé le conférencier à l'accent marseillais moins compétent ou convaincant que lorsqu'il prenait l'accent allemand. En revanche, ils sont plus nombreux à le qualifier de sympathique et de chaleureux. C'est intéressant parce que là, vraiment, on est vraiment dans les stéréotypes les plus communs. L'allemand est plus sérieux, le marseillais a l'air beaucoup moins compétent parce qu'avec son joli accent chantant est forcément beaucoup plus chaleureux puisqu'il vient sans doute de Marseille. Cette expérience, elle montre comment on va utiliser des stéréotypes. Regardez, nous avons un professeur qui est face à nous. Nous devons l'écouter, puis ensuite on nous demande de le juger. Quels sont les éléments sur lesquels on peut s'appuyer? L'idée que ce soit un professeur, bien. Mais surtout, nous avons l'accent. Et donc là, nos participants vont utiliser cette information-là comme le critère le plus important pour émettre un jugement. On a une parfaite illustration ici avec ce comédien qui lit le même texte, je vous le rappelle. Et quand il a l'accent allemand, cela active le stéréotype de l'allemand des Allemands. Donc la compétence vient sur le devant. Et quand il a l'accent marseillais, cela implique immédiatement l'accent de la personne du sud de la France et le côté chaleureux. Il n'est pas compétent, ok, il n'est pas intelligent, il n'est pas très bien, mais il est super sympa et il est drôle. Lucien. Les accents, c'est ce qui fait, pour moi, une des plus belles choses qu'on ait en France, nos accents. Quand des gens aujourd'hui essayent de fixer une identité, de dire que la France c'est ça, même mon pauvre ami, vous allez dans le nord, ça parle comme ça. Dans le sud, ils parlent comme ça. À l'est, c'est vrai. Moi, j'ai un grand frère qui vit dans le sud, à Béziers. Eh ben, il a l'accent biterrois et il est noir. Vous voyez, moi, je suis parigot, j'ai un accent parigot. Vous voyez, parce qu'après, on me dit « Oh, toi, t'as pas une voix de noir. » Qu'est-ce qu'une voix de noir? La France est un kaléidoscope, un puzzle de langues, de pays. Et on essaye de normaliser les choses. Après, on se retrouve face à des phénomènes où un jeune qui aura fait le même nombre d'années d'études qu'un autre, eh bien, lui, il aura le poste où il aura la gloire. Et pour une histoire d'accent, vous voyez où on en est? Mais attendez, c'est pas fini. Jamy, vous pouvez faire entrer le troisième conférencier. Allez. Professeur Diallo, c'est à vous de jouer. Merci. Ah, d'accord, c'est moi. Ah non, c'est pas moi. Ils se ressemblent tous. Waouh. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire? Dès que je le vois rentrer dans la salle, pour moi, et je suis alors mais sûr de moi, le gars est un acteur. Mesdames et messieurs, vous le savez certainement, l'intelligence artificielle, IA, est en train de transformer de nombreux secteurs à l'échelle planétaire. La finance ne fait pas exception. Comme vous pouvez le constater, le professeur Diallo a un léger accent, tout comme notre faux conférencier précédent. Mais la différence, bien sûr, c'est qu'il est noir. Une nouvelle fois, le texte de la conférence est exactement le même, au mot près. Première conséquence. Ces robots conseillers sont capables d'analyser en temps réel des quantités phénoménales de données très compliquées. C'est ce qu'on appelle les big data. Alors comment les participants du troisième groupe vont-ils juger ce conférencier? Selon vous, lequel de ces qualificatifs le décrirait le mieux? Sérieux, compétent, convaincant, sympathique, chaleureux, amusant? Il n'y a pas, ne se prononce pas. C'est très difficile. Je sais pas. D'apparence comme ça? Moyennement compétent? Pas compétent du tout. Pour moi, il s'agit d'un comédien. Je le vois déguisé. Son costume trop grand pour lui, des lunettes sur sa tête, pour moi, ça fait très stéréotypé. Pendant cette conférence, je me dis que c'est complètement du pipeau, en fait. Voilà. Que c'est une mise en scène totale. Les mots étaient intéressants, le discours. Après, c'est au niveau de l'accroche, c'est le débit de la voix et sur les mots. Et je dirais pas compétent. Pas compétent du tout ou pas très compétent? Non, pas compétent. En termes de sympathie, vous direz qu'il vous a paru très chaleureux, plutôt chaleureux, moyennement chaleureux, pas très chaleureux ou pas chaleureux du tout? Il n'y a pas neutre?
Sympathique. Dans leurs réponses, nos participants semblent avoir des difficultés pour se prononcer clairement concernant ce troisième conférencier. Ils ont du mal à le qualifier précisément, et qu'il s'agisse de compétences ou de sympathie, aucune tendance ne se dégage nettement. Mais alors, qu'est-ce qui explique leur embarras pour caractériser ce conférencier-là, alors qu'ils n'avaient aucun problème pour le faire avec les deux précédents? Sylvain, pourquoi nos candidats sont-ils si déroutés par un conférencier noir? Ils ont du mal à établir un stéréotype catégoriel clair. Autrement dit, ils ont quelqu'un face à eux qu'on présente comme un professeur, qui a la peau noire, qui a une cravate, qui a des lunettes. Ils ont du mal à le classer. Donc on a une perplexité et le stéréotype ne peut plus nous servir de raccourci. Je vous rappelle qu'on utilise des stéréotypes pour simplifier notre environnement. J'applique automatiquement, je vois une femme, je vois une personne noire, j'applique automatiquement un stéréotype. Mon cerveau facilite, simplifie l'information. Lucien. Moi, tous les humains, ils partent avec 100 points. Il y a un problème, souvent en France, on compare aux États-Unis. Aux États-Unis, tout le monde a 100 points. Tu peux perdre des points. En France, tu pars de 0 et tu dois gagner des points. Moi, je considère que la personne qui est en face de moi est humain. Il a l'accent ci, ça a la couleur, machin. Il est mon égal. Jamy, vous êtes en compagnie de Monsieur Diallo. Je pense que vous allez nous dire quelque chose d'important. Oui, Marie, je ne vous ai pas tout dit. Au moment de vous présenter notre troisième conférencier, j'ai volontairement omis un point très important. Monsieur Diallo, vous aussi, vous êtes comédien? Non, je ne suis pas comédien. Alors, vous faites quoi dans la vie? Alors, je suis professeur des universités en sciences de gestion avec une spécialisation statistique appliquée. Vous le voyez, Marie, le professeur Diallo est une vraie pointure dans son domaine et finalement, c'est le seul expert parmi nos conférenciers. Voilà. Eh bien voilà, c'est QFD. Dans la vraie vie, il y a eu, je me permets, dans la vraie vie, il y a eu cette histoire qu'a racontée Aimé Césaire, grand poète, homme politique d'origine antillaise. Quelqu'un s'était approché de lui, lui avait dit « Toi, il y en a parlé français ?» Il a dit « Oui, moi, il y en a être agrégé de philosophie. » Voilà. On est d'accord, en 2024, que le monde nous a prouvé qu'il y avait des hommes et des femmes noirs qui écrivaient des bouquins, qui avaient des prix Nobel de littérature, qui devenaient président des États-Unis, Fatoumata Kébé, astrophysicienne. Donc, il n'y a plus de débat, normalement. Est-ce que vous courez vite, Lucien? J'aurais aimé vous dire oui, mais malheureusement, non. Je me traîne, lamentablement. Je vous pose cette question, évidemment, parce qu'elle est au centre d'une vieille idée reçue, Jamy. Effectivement, Marie, certains stéréotypes ont la peau dure. Tenez, regardez cette photo. À votre avis, lequel de ces deux sprinteurs a le plus de chances de gagner la course? Eh bien, posons simplement la question à nos participants et voyons ce qu'ils en pensent. C'est lui, évidemment. Je me dis, si le blanc il est là, c'est que c'est une bombe atomique qui va le pulvériser. J'adore. Le sprinter noir. Je dirais le blanc. Le blanc. Je choisirais l'homme de couleur noire. Je dirais le noir. Le black. Moi, je dirais le sprinter noir. Sprinter noir. Le cliché voudrait que je dise le noir parce que les noirs courent plus vite. Eh ouais, on est emmerdé avec ça. Usain Bolt, voilà, le noir. Résultat, parmi les participants qui ont répondu à la question, une majorité a affirmé que le sprinter noir avait davantage de chances de gagner la course. Comme eux, beaucoup de gens sont persuadés que les noirs courent naturellement plus vite que les blancs. Or, ceci est un pur préjugé qui ne repose sur aucune donnée scientifique fiable. Démonstration. Le 16 août 2009, Usain Bolt bat son propre record du monde en courant le 100 mètres en 9 secondes 58. Et il est noir. Le premier sprinter à être descendu sous la barre des 10 secondes au 100 mètres s'appelait Jim Hines. C'était en 1968 et il était noir. Depuis, près de 95% des coureurs qui sont passés sous la barre des 10 secondes étaient noirs. Conséquence, beaucoup de gens sont persuadés que les noirs courent plus vite que les blancs. Jim Hines, premier coureur à passer sous la barre des 10 secondes. Le fait que ce soit un noir qui soit parvenu a sans doute alimenté cet imaginaire selon lequel les athlètes noirs seraient plus efficaces, seraient plus rapides et auraient des prédispositions à devenir ces athlètes qui pulvériseront les records. Depuis des décennies,
de nombreuses études ont affirmé que cette supériorité s'expliquait scientifiquement. Génétique, anatomie, métabolisme, hormones, tout a été évoqué pour expliquer les victoires des athlètes noirs. Et pourtant, les Noirs ne courent pas plus vite que les Blancs ne courent pas moins vite que les Noirs. Il y a vraiment eu une production scientifique qui a visé à justifier les différences entre groupes raciaux. De dire, bah voilà, sur les 100 meilleurs mondiaux ou les 100 plus rapides, il y a X% et une large domination de coureurs à la peau noire, et d'extrapoler, de dire donc les Noirs courent plus vite que les Blancs, c'est là qu'on fait l'erreur. Mais alors, si la supériorité des athlètes noirs n'est pas scientifiquement démontrée, comment expliquer leurs victoires avérées dans les compétitions internationales? Premier constat, le rôle joué par les contextes nationaux. Pour l'Éthiopie, le Kenya, c'est des pays économiquement pauvres. La solution, c'est effectivement de percer par le sport. Et en l'occurrence, il n'y a pas trop d'infrastructures autres que de courir. C'est une volonté de la part d'un pays, d'une fédération au sein d'un pays. Et moi, je crois assez fermement le fait que ce fruit de la volonté peut aboutir à la création de traditions sportives. Aucun élève de Jamaïque n'échappe à un cursus d'athlétisme complet, c'est le sport roi. Donc forcément, vous allez avoir une surreprésentation de pays qui mettent ça en œuvre. Tu es jamaïcain, tu es noir, tu feras du sprint. Voilà. Certains pays sont donc devenus plus générateurs de champions que d'autres. Mais un phénomène culturel intervient également. Pour de nombreux enfants noirs à travers le monde, les sportifs sont quasiment les seuls modèles qui leur sont proposés. Et si on s'en tient à ceux qui sont les enfants des populations venues d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne, on peut s'apercevoir effectivement qu'il y a assez peu de références sur le plan intellectuel. Les premières références, elles sont essentiellement dans le domaine soit musical, soit sportif. Mais alors, si la supériorité des coureurs noirs n'est pas du tout innée, mais plutôt culturelle et sociale, qu'est-ce qui fait qu'autant de gens croient que les noirs courent, naturellement, plus vite que les blancs? Ça a une histoire et ça nous renvoie à plusieurs siècles en arrière dans l'histoire de l'humanité. Le corps noir est le corps du labeur, le corps du travail, le corps de l'esclavage, le corps de l'exploitation. Donc il y a quelque chose de très physique dès le départ dans cette construction. À partir de cette nécessité d'exploiter la force physique de l'esclave, il y a tout un nombre d'idées, de stéréotypes qui ont été associés à ce corps noir. L'image des Noirs, c'est l'image de la bestialité, proche du milieu naturel en fait. Proche de la savane, l'image de l'Afrique, capable aussi de porter des choses très lourdes et d'être finalement dans des emplois subalternes. Ça renvoie à des formes d'enfermement. Tous les Noirs ne sont pas des bêtes de sexe, tous les Noirs ne sont pas des musiciens hors pair. Est-ce qu'on peut se dire que ce corps-là peut intégrer, je sais pas moi, l'école normale supérieure? Est-ce qu'en voyant un individu de cette couleur-là, on peut l'imaginer dans l'espace ou non? On a du mal à imaginer ce qu'on a rarement vu. C'est ça le problème. Les Noirs courent plus vite que les Blancs n'est donc pas une vérité. C'est une légende, un pur stéréotype. Et comme tous les stéréotypes, ils ne demandent qu'à être déconstruits. Les Noirs courent plus vite que les Blancs, c'est ce qu'on appelle, Sylvain, un préjugé positif. C'est un positif qui est très problématique en réalité. Parce que si on y réfléchit, on retire le mérite aux coureurs noirs de gagner. Et complètement. Puisque c'est leur essence, c'est normal, ils courent vite. Donc on a là le même processus avec l'idée que les Juifs sont intelligents ou sont riches, et donc on comprend que derrière ils tirent les ficelles, les Asiatiques sont travailleurs, c'est à chaque fois la même idée. Vous avez été un grand sportif de haut niveau, ouais. C'était la lutte, vous avez été champion de France. Champion de France de lutte. Et il faut que je vous raconte une petite anecdote par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, comme tout jeune banlieusard dans les années 70, je devais jouer au football. Parce que c'était l'autoroute. Et ma mère, qui avait 6 enfants, a tardé à me donner l'argent pour m'inscrire au club de foot. Et j'ai un petit voisin qui m'a dit, bah écoute, viens essayer la lutte. Et j'ai aimé ça. Et je me suis retrouvé, effectivement, à être champion de France de lutte. D'entrée, j'étais décalé. Alors, pour revenir à cette histoire, les Noirs courent vite, je suis le très mauvais exemple. Toute mon enfance, j'ai toujours des mecs dans les cours de récréation qui couraient plus vite que moi, tout ça. C'est pour ça, on a du boulot. Voilà, en résumé. C'est aussi pour ça qu'on est là. L'expérience suivante, Jamy, vous êtes vous-même en train de l'installer. Tout à fait, Marie. Et pour tout vous dire, j'étais même en train de la tester en me mettant dans la peau d'un participant. Bonjour. Bonjour. Allons-y.
Votre prénom et votre nom, s'il vous plaît. Alors, prénom Jamy, J-A-M-Y, nom Gourmaud, A-U-D, à la fin. Alors, je vais vous montrer des photos et pour chaque photo, vous me dites le premier mot qui vous vient immédiatement à l'esprit. D'accord. Chien. Tournesol. Food truck. Eh bien, c'est exactement cet exercice que vont faire les participants. Alors, la plupart des photos qui vont leur être présentées n'ont absolument rien de particulier, exactement comme celles qui viennent de défiler devant mes yeux. Elles sont juste là pour brouiller les pistes. En revanche, il y en a une qui est extrêmement importante pour l'expérience. Saurez-vous chez vous deviner laquelle? Je laisse la place aux participants. À plus tard. À plus tard. On prévient qu'on va montrer les images, donc moi je m'attends à des images de chez le psy, là, les ombres noires, où ça se mélange, où on dit tout et n'importe quoi. Et quand je vois la première image et je vois un chien, bon, bah, je me dis c'est comme ça, si c'est pour reconnaître un chien ou un vélo, je vais être capable de le faire. Mais tout en me posant la question, à quoi ça va servir? Des tournesols, fanés. Restaurant. Peur. Tacos. Et vous, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit en voyant ces photos? La photo importante, c'était celle-là. À quel mot avez-vous pensé en premier quand vous l'avez vu? Vous avez dit baguette. Ouais, moi j'ai dit baguette. Et nos participants, que vont-ils répondre? L'Asie. Sushi. Une femme asiatique. Asiatique. Asiatique, pas comme moi. Donc asiatique, et moi, c'est de nourriture asiatique avec des baguettes. Sushi. Femme asiatique. Sushi. En majorité, nos participants ont utilisé des mots évoquant l'origine asiatique de la femme sur la photo. Peut-être était-ce aussi votre cas. Mais si on avait remplacé cette photo par celle-ci, auriez-vous fait la même réponse? Voyons ce qu'un deuxième groupe de participants répond quand on lui montre cette photo. Maquillage. Une femme qui sourit. Rouge à lèvres. Je vois déjà le rouge à lèvres. C'est ce qui m'a directement tapé à l'œil. Je vois une belle femme, apprêtée, coquette. C'est ce que j'ai relevé personnellement directement. Maquillage. Maquillage. Étonnamment, les résultats ne semblent pas être les mêmes qu'avec le groupe précédent. Cette fois, quasiment tous les participants ont utilisé des mots mettant en avant la féminité du personnage et plus aucun n'a évoqué son origine asiatique. Intéressant. Cette expérience est basée sur une étude américaine qui a démontré que le contexte dans lequel nous voyons une personne peut nous amener à effacer le stéréotype lié à cette personne. Pour le confirmer, nous avons montré une troisième photo à un troisième groupe de participants. Résultat. Médecin. Médecin. L'hôpital, je redoute. Infirmière. Médecin. Lorsque je vois cette photo, je me dis enfin un médecin qui va annoncer une bonne nouvelle parce qu'elle a le sourire. Docteur. Un médecin. Infirmière. Infirmière. Une fois de plus, avec cette troisième photo, le vocabulaire utilisé par nos participants s'avère très différent. Cette fois, quasiment tous les mots prononcés évoquent l'univers médical. Et là encore, aucun participant n'a parlé de l'origine asiatique du personnage. Mais alors, qu'est-ce qui explique ces différences dans la perception qu'ont eue les participants face à ces trois photos? Alors j'adore cette expérience. Elle est extrêmement simple et elle met en évidence le rôle du contexte dans la production, l'élaboration des stéréotypes. Parce qu'à chaque fois, nous avons une femme d'origine asiatique. Mais le contexte va servir à atténuer ou à renforcer ce qu'on appelle les éléments saillants, c'est-à-dire les éléments qui ressortent, qui sont visibles directement. Cette femme d'origine asiatique, lorsqu'elle a une blouse blanche, un stéthoscope, on voit avant tout son métier. Et donc on la décrit par son métier. Quand cette même femme d'origine asiatique se maquille, on voit avant tout une femme. Et lorsqu'elle est en train de manger dans un restaurant avec des baguettes, on voit avant tout une femme d'origine asiatique. Mais on voit que personne n'a évoqué l'origine asiatique de cette femme dans le cas où elle se maquille et dans le cas où elle est dans un hôpital.
Est-ce que vous avez de l'empathie, mon cher Ah oui, Lucien? je suis un être trop empathique, c'est terrible. Et l'hypersensibilité, voilà. Eh bien, l'expérience suivante va faire appel à l'empathie, Jamy. Oui, Marie. Lucien, que ressentiriez-vous si je m'enfonçais cette aiguille dans la main? Aïe, arrêtez. J'espère que vous auriez mal pour moi. Et comment? Ouf, c'est ce qu'on appelle l'empathie. On se met à la place de la personne qui souffre et on imagine la douleur qu'elle ressent. À ce moment-là, une partie du cerveau est stimulée. Eh bien, les neurologues sont en mesure de détecter cette stimulation et de la quantifier. Ils ont fait l'expérience et ils l'ont filmé. C'est étonnant. Ils l'ont réalisé avec plusieurs mains, dont une très particulière. Vous allez voir, ça en dit long sur nos préjugés. Pour cette expérience, on commence par placer sur la main du sujet une électrode qui enregistre les stimulations musculaires. Ensuite, un capteur, placé près de la tête du sujet, permet de quantifier la réaction de son cerveau quand il ressent une douleur dans la main. Une fois que tout est prêt, on demande au sujet de regarder des petites vidéos. On a présenté à des sujets blancs, avec la peau blanche, une main blanche qui se faisait piquer par une aiguille. L'idée, c'était de voir la réaction motrice cérébrale. Donc l'expérience a montré que lorsqu'un sujet blanc regarde une main blanche qui se fait piquer, on observe un phénomène qu'on appelle dit freezing, un phénomène de crispation. C'est-à-dire que ça fait mal lorsqu'une main se fait piquer. Donc on l'a interprété comme si il y avait un phénomène d'empathie, à la douleur provoquée par la seringue qui a été suscité chez les sujets. Ainsi, quand le sujet blanc voit une main blanche se faire piquer, son cerveau ressent de la douleur. Deuxième phase de l'expérience. On montre cette fois au sujet une main à la peau noire qui se fait piquer. Par contre, lorsque les mêmes sujets regardent une main noire qui se fait piquer, il n'y a aucune réaction, de crispation. La main noire, je m'identifie moins. L'expérience est ensuite réalisée en montrant les mêmes vidéos à des sujets noirs. On constate alors le même phénomène. Le cerveau ressent de la douleur en voyant une main noire qui se fait piquer, mais ne réagit pas quand c'est une main blanche. Mais l'expérience ne s'arrête pas là, et la dernière phase est encore plus étonnante. Cette fois, c'est une main de couleur violette qui est montrée. Et là, qu'il soit blanc ou noir, les sujets perçoivent de la douleur. Avec la main violette, on n'a aucune croyance. On voit une main d'une certaine couleur qui nous paraît bizarre, mais ça pourrait être ma main. Et donc, on a la réaction comme si je voyais une main blanche, aussi une noire, et voyais une main noire. Cette expérience a permis de révéler que nos préjugés effacent notre empathie à l'égard de personnes différentes de nous. Et quand il n'y a aucun préjugé, par exemple face à un groupe inconnu à la peau violette, nous partageons sa douleur. Alors ici, on est sur des bases neuronales. C'est la seule expérience d'ailleurs qui est basée sur la neurologie. Exactement. Cette étude, elle a été réalisée par des chercheurs italiens en collaboration avec l'Institut de sciences cognitives de Lyon. Et elle montre bien que l'empathie est liée à des préjugés vis-à-vis des groupes auxquels nous sommes confrontés. Ici, on a un véritable réflexe. Donc là, on est dans le reptilien, là. D'une certaine manière, oui. Voilà. Là où ça devient extrêmement intéressant, c'est lorsque la main, elle est violette. Comme il n'y a aucun préjugé sur cette main violette, on a une forme d'empathie. Alors que si on montre une main d'une couleur différente à qui on peut attribuer un préjugé, une main noire pour une personne blanche, une main blanche pour une personne noire, les préjugés s'appliquent. Réaction, Lucien? Vous savez, aujourd'hui, avec tous les conflits qu'il y a à travers cette planète, que ce soit en Afrique, en Asie, Moyen-Orient, etc., je suis honnête. Moi, le premier, il y a des conflits qui me touchent. Et d'autres qui me touchent moins. Et ça, c'est terrible, parce qu'on devrait être, faisant partie de ce grand tout, on devrait être sensible à tous les conflits. Eh bien non. Et ça, c'est naturellement terrible, je trouve, pour le coup. Mais puisque c'est ancré dans notre cerveau, puisque c'est, je le disais, la seule expérience qui touche à la neurologie, comment s'en défaire? Alors, on l'a déjà évoqué, mais j'insiste, le racisme, puisque c'est notre objet, est multifactoriel.
des causes économiques, des causes historiques, des causes sociales sont à prendre en compte. Là, cette expérience nous montre que le cerveau est extrêmement plastique. Et il faut utiliser cette plasticité du cerveau, notamment par l'éducation, par l'exposition culturelle, le fait de rencontrer, de se mettre en face de personnes différentes de nous. Et c'est cette exposition-là, c'est cette éducation, c'est cette familiarisation avec celles et ceux qui ne nous ressemblent pas, qui va permettre aussi au cerveau d'être plus empathique. On a vu que nos préjugés pouvaient nous conduire à avoir des comportements, des attitudes, des certitudes totalement infondées à l'égard de ceux qui sont différents de nous. Mais ça peut aller encore plus loin, Jamy. Absolument. Si je vous disais, Marie, que nos préjugés sont capables de déformer la réalité au point de nous faire voir des choses qui n'existent pas. C'est ce que nous allons tester tout de suite avec nos participants qui seront là d'un instant à l'autre. Ça va? Tout le monde est bien installé? Alors, le principe de l'expérience suivante est très simple. Des photos vont défiler dans l'écran qui se trouve juste à côté de moi. Pour chaque photo, je vais vous poser une question. Vous aurez le choix entre deux réponses et vous répondrez en levant la main. C'est simple. Sauf pour la première photo, là c'est encore plus simple puisque vous n'aurez qu'à l'observer pendant 10 secondes. C'est clair? On y va? Alors c'est parti. Première photo, observation pendant 10 secondes. Vous aussi, chez vous, regardez bien cette photo. Deuxième photo. Vous avez rendez-vous au numéro 16 de cette rue. À quelle porte allez-vous frapper? Ceux qui frapperaient à la porte de gauche, levez la main. Nos participants ne le savent pas, mais une fois de plus, les photos sur lesquelles Jamy est en train de les interroger ne servent qu'à détourner leur attention. Seule la toute première photo montrée compte pour notre expérience. C'était la dernière photo, merci d'avoir joué le jeu, mais l'expérience n'est pas terminée. La suite, ça se passe dans cette direction. Allez-y. Testons maintenant votre mémoire. Si vous deviez décrire la première photo montrée par Jamy pendant 10 secondes, que diriez-vous? C'est justement ce que nous allons demander à nos participants. D'une personne avec un sweat rouge sur la gauche. Des amoureux, un couple d'amoureux aussi, il me semble, sur la droite. Des passants, un chien, qui a l'air malheureux d'ailleurs. Un centre-ville très fourni. Moi, qu'on est en France, qui a des éboueurs en grève. Il est marrant, lui. Mais en fait, ce qui nous intéresse dans l'image que Jamy a montrée aux participants, c'est la scène centrale. Déjà, cette photo se passe à New York, aux States. C'est un monsieur qui offre du lait ou une boisson à un SDF. Le SDF est à droite. Il porte un manteau marron avec un chapeau. Le monsieur sans domicile fixe, il porte un bonnet un peu rayé. Un monsieur qui a l'air dans la peine, qui a un bonnet. Et celui qui recevait de l'argent, il me semble qu'il avait un bonnet. C'est celui qui a les cheveux bouclés, qui donne de l'argent à quelqu'un qui a un bonnet. Ok. Près de la moitié de nos participants qui ont décrit la scène au centre de la photo ont expliqué qu'ils avaient vu, à droite, un SDF, parfois décrit comme d'origine maghrébine, en train de faire la manche, et à gauche, un homme blanc qui lui donnait une pièce ou lui offrait une boisson chaude. Avez-vous vu la même chose? Vérifions. En réalité, ce n'est pas l'homme de droite, d'origine maghrébine, qui est en train de mendier. Au contraire, c'est lui qui donne une pièce à l'homme blanc qui fait la manche, un gobelet à la main. C'est génial. Cette scène, certains participants l'ont très bien décrite. L'un d'entre eux a même fait un commentaire extrêmement intéressant. Alors pour moi, à droite, on a une personne qui est plutôt typée, je ne saurais pas dire de quel pays, mais en tout cas qui a plutôt la peau bronzée, qui a un bonnet coloré. Et à gauche, on a un monsieur plutôt caucasien. Pour moi, il y a la personne à la gauche qui a un gobelet bizarrement dans la main, un gobelet en plastique blanc. Et il y a la personne à la droite qui du coup est plutôt en position assise dans la rue, qui a un petit quelque chose dans sa main pour mettre dans le gobelet. En fait, c'est très perturbant, c'est très étrange parce que ce n'est pas lui qui tient ce n'est pas la personne qui potentiellement fait la manche qui tient le gobelet.
c'est assez flou pour moi en fait. Mais pourquoi ce participant est-il tellement perturbé par cette scène au centre de l'image? Et pourquoi tant d'autres ont-ils carrément inversé les rôles des deux personnages? Qu'est-ce que ça révèle, cette expérience? C'est incroyable. C'est très perturbant, c'est ce qu'il vient de dire. Pourquoi c'est très perturbant? Parce que c'est ce qu'on appelle une photo contre-stéréotypique. Cette photo, si je la qualifie de contre-stéréotypique, c'est parce que nos stéréotypes nous amènent à penser qu'une personne d'origine maghrébine va être plus enclin à être dans la précarité, donc dans la demande d'aide, et que ce sera plutôt une personne blanche qui sera là pour lui donner de l'argent. Notre cerveau, je l'ai dit à plusieurs reprises, a besoin de simplifier son environnement. Il va, en simplifiant la scène, inverser la position des personnages. Lucien, vous vous seriez trompé? Vous vous êtes trompé? Petite anecdote. Une fois, j'étais au Kenya avec mes enfants. On est à Nairobi, une population majoritairement noire, et je vois un quartier résidentiel sublime. Des villas, tout ça. Et évidemment, comme un con, je dis à mes enfants, ça c'est le quartier des Blancs, riches, etc. Et le chauffeur, il me fait, ah non, sir, here is only the lawyer, the surgeon. Enfin, il dit ici, ça c'est tous les avocats, les chirurgiens noirs. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce que je suis con? Ça voulait bien dire que j'étais enfermé par des clichés venant de France, enfin de mon éducation, à me dire, en Afrique, les Noirs sont pauvres et les Blancs sont riches, etc. Exactement. On regarde le monde, on voit le monde, on va interpréter le monde de manière différenciée selon nos stéréotypes. Mais Jamie, l'expérience ne s'arrête pas là. Absolument, Marie. Vous le savez, j'ai souvent plus d'un tour dans mon sac. On l'a vu, certains participants se sont trompés dans la description de la photo. Ils ont inversé les rôles des personnages. En revanche, certains n'ont pas commis d'erreur. Ils ont bien vu que le mendiant était un homme blanc et que la personne qui faisait preuve de générosité était un homme d'origine maghrébine. C'est ce qu'a répondu Vincent, qui se trouve à côté de moi. De ces 7 personnes, seul Vincent a vu la photo. Excusez-moi de vous déranger, Vincent. Vous connaissez le principe du bouche-oreille? Oui. Eh bien, c'est ce que je vais vous demander de faire. Vous vous souvenez sûrement de cette photo que vous avez vue tout à l'heure et qu'on vous a demandé de décrire quand on vous a interrogé. Vous voyez de quelle photo je veux parler? Tout à fait. Voilà, cette scène de rue. Voilà. Exactement. Bon, je vais vous demander de décrire précisément cette photo à la personne qui se trouve derrière vous, qui fera la même chose avec son voisin, etc., etc. C'est clair, Vincent? C'est clair. Eh bien, allez-y. Je dois te décrire une scène de rue, une photographie qui représente un carrefour. En premier plan, tu as un sac poubelle, tu as un chien, tu as une femme blonde. En arrière-plan, tu as des immeubles avec un feu rouge. Au centre de la scène, tu as 2 individus. Un individu maghrébin sur la droite. Sur la gauche, tu as un homme accroupi. Et celui de droite lui donne une pièce. Je dois te décrire une scène, une photographie à un carrefour avec sur le devant un chien, un sac poubelle et une femme. Et au centre de ce carrefour, tu vas avoir un homme maghrébin sur la droite qui tend vers un gobelet ou qui met une pièce ou un jeton, quelque chose à l'intérieur du gobelet, à une autre personne. Alors, je dois te décrire une scène. Donc, il s'agit d'un carrefour. Il y a un homme maghrébin qui tient un gobelet, un mendiant. Oh la vache! Étonnamment, alors que la scène était correctement décrite au départ, les rôles des deux personnages se sont soudain inversés. C'est désormais l'homme d'origine maghrébine qui semble être désigné comme faisant la manche. Pour en avoir le cœur net, nous avons renouvelé l'expérience. Là encore, la photo est parfaitement décrite par notre première participante. Mais cette fois, la déformation est encore plus surprenante. La scène se passe dans une rue. Et dans le premier plan, il y a une altercation entre un Français qui est à genoux et un Maghrébin qui va se mettre à son niveau. C'est une rue avec un décor de rue, des oiseaux.
Il y a une altercation en ville, au premier plan, avec des oiseaux en fond de décor. Il y a une altercation en ville avec des oiseaux en fond de décor. Voilà. Ok. Quel est votre prénom? Julia. Très bien, Julia. Eh bien, racontez-moi ce qu'il y a sur cette photo. Alors, il y a une altercation en ville avec des oiseaux en fond sonore. D'accord. Une altercation avec des oiseaux en fond sonore. Mais ça n'a rien à voir avec la photo de départ, ça. Qu'est-ce qui s'est passé, Sylvain? Effectivement, Jamy, on assiste là à un résultat tout à fait classique dans la transmission des informations. Ce qu'on a vu ici, c'est une reprise d'une étude très classique menée par 2 chercheurs américains, Allport et Postman, dans les années 40 aux États-Unis. Ils voulaient étudier la diffusion des rumeurs. Et ce qu'ils montrent, que nous avons aussi très bien vu, c'est que ce sont nos croyances, ce sont nos stéréotypes qui nous permettent de lire cette scène-là. Et donc tout ce qui arrive, tout ce qui se modifie, tout ce qui se transforme, provient de ces stéréotypes-là. Lucien? Imaginez à travers l'histoire les choses qu'on puisse raconter. Je parle de la grande histoire, l'histoire de l'humanité, ce qu'on a pu trimballer comme clichés suite à des conflits, suite à des... C'est abyssal. C'est parfait. Alors, c'est un moment très très important qui arrive, Lucien, parce que nous arrivons à la révélation finale. Eh bien oui, tous nos participants... Ah oui, c'est vrai qu'eux ne savaient pas que c'était sur la question raciale, d'accord, enfin sur le racisme. Ouais. Jamy est déjà en place, à ce que je vois, donc je vous propose qu'on se lève et qu'on aille le rejoindre. D'accord, c'est parti. Allez, suivez-moi. Après avoir participé à toutes nos expériences, sans en connaître les véritables intentions, nos 50 volontaires vont enfin apprendre les objectifs réels de notre émission. Mais quelle sera leur réaction en découvrant la vérité? Ça va? Tout va bien pour vous? Oui. Oui. Tout s'est bien passé? Oui. Bon, eh bien, il est temps de clore toutes ces expériences et de vous apporter un peu d'explication. Je ne vous ai pas tout dit. Pendant toutes ces expériences, vous ne le saviez pas, mais vous avez été observé en permanence. Quelque part dans ce bâtiment, dans une salle, devant un écran, 3 personnes ont décrypté et analysé tous vos comportements. Ces 3 personnes, les voilà. C'est merveilleux, il n'y a que des sourires. Je ne vous présente pas Marie Drucker, ni le célèbre comédien et réalisateur Lucien Jean-Baptiste, qui était accompagné par notre conseiller scientifique Sylvain Delouvet. C'est lui qui a supervisé toutes les expériences auxquelles vous avez participé. Ah, je suis choquée. J'ai entendu, je suis choquée. Bien alors, Marie, est-ce que vous pouvez nous révéler le véritable objectif de ces expériences? Toutes les expériences auxquelles vous avez participé avaient pour but de déconstruire les mécanismes inconscients qui nous conduisent à avoir des préjugés qui eux-mêmes nous amènent à avoir des comportements discriminatoires. Est-ce que vous voulez connaître le véritable titre de l'émission? Oui. Sommes-nous tous racistes? Mais oui! Mais oui! Ma tête. Je suis choquée. Et finalement, je trouve que c'est une étude qui va peut-être justement faire avancer dans notre façon de voir les choses. Surtout, rassurez-vous, il ne s'agissait pas de pointer du doigt un tel ou un tel. Le véritable objectif de ces expériences, c'est de démontrer que nous avons toutes et tous, Marie, Sylvain, Lucien, moi, toutes les personnes qui nous regardent, les mêmes mécanismes qui se déclenchent dans nos têtes. Et c'est en apprenant à mieux nous connaître que l'on peut lutter contre ces mécanismes.
Toutes les expériences auxquelles vous avez participé sont issues d'études scientifiques publiées dans des journaux de manière internationale. Waouh. Ok, je comprends que c'est un sujet très sérieux, très important. Le mot racisme renvoie à une violence, à une histoire. Donc je suis très contente d'avoir participé à cette émission qui vise à lutter contre les discriminations, contre les préjugés. Parce que le racisme est inacceptable. Il reste une expérience qui sera un peu différente des précédentes. Vous allez tous y participer, mais nous aussi, Marie, Lucien et moi. On y va. Pour cette ultime expérience, nous allons tout d'abord séparer nos participants en 6 groupes de manière totalement aléatoire. Leurs différentes couleurs symbolisent ainsi les divisions qui nous séparent les uns des autres. Vous avez été regroupés sur des disques de couleurs. On va à tour de rôle, Marie, Lucien et moi, vous poser des questions simples, parfois un peu légères, parfois personnelles. Je vous demande d'être le plus sincère possible. C'est très simple, chaque fois que vous vous sentez concerné par une question, eh bien vous avancez jusqu'au rond central, celui sur lequel il y a ce joli logo. En répondant à ces questions, des participants issus de différents groupes vont se réunir et démontrer ainsi que nous avons tous des points communs au-delà de nos différences. Je vais donc vous poser la première question. Qui parmi vous a peur du noir? Du noir, pas des noirs. Hein. Pas avoir peur des mots. C'est par rapport à l'enfance? Ouais, c'est depuis l'enfance, j'ai toujours eu peur du noir. D'accord. Et ça continue encore aujourd'hui? Ça continue, ouais. C'est ma sœur qui me faisait croire qu'il y avait des loups dans la maison, donc... Je vous invite à regagner vos places. Qui parmi vous a déjà revendu des cadeaux de Noël? Pour ma défense, c'est toujours des cadeaux doublons. Ah. Non, c'est pas vrai, je mens, c'est pas vrai. Qui parmi vous a déjà fait l'amour dans une voiture? Ah ben moi j'y vais. Ah non, 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 pas dans le camion. Une mini. Qui parmi vous est follement amoureux, amoureuse? Oh, oui, ça fait plaisir. Évidemment. Ils sont gentils comme oui. tous les deux. Il y en a qui sont allés quasiment en courant, et deux, je dirais pas lesquels, qui tout à coup se sont dit « Zut, ma femme !» Ces points communs qui nous réunissent peuvent être anecdotiques, mais aussi beaucoup plus intimes. Question suivante. Qui parmi vous se sent très seul? Ça y est, là, j'ai envie de pleurer. C'est très beau, ça. Bravo, parce qu'il faut beaucoup de courage pour franchir ce passage sur certaines questions. C'est par là. Bah oui. C'est touchant. J'ai vraiment envie de vous remercier pour votre sincérité. Il faut oser rentrer dans ce cercle. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette solitude, Jean-François? Cette solitude, moi, je la ressens tous les soirs lorsque je me retrouve tout seul à rentrer chez moi. Lorsque je vais ouvrir la porte de mon appartement et que je me retrouve à dire « bonsoir maison ». Voilà, le fait de ne pas avoir à partager, le fait de ne pas pouvoir partager avec quelqu'un, de raconter sa journée, de raconter ses envies, vouloir préparer un voyage et de le préparer à deux. Mais vous avez, j'imagine, des amis? Oui. Une famille, Oui. peut-être? J'ai cette chance d'avoir 2 magnifiques enfants, mais c'est une solitude affective surtout. Le premier mot de solitude, pour moi, c'est celle-là, c'est la solitude affective. J'ai envie de les prendre dans mes bras. C'est dur. Bah là, on est plus seul. Non, là, on n'est plus seul. Exactement. On
On est tout seul du coup. On est tout seul du coup. On est tout un groupe. Nous appartenons tous à des groupes, hommes ou femmes, blancs, noirs, d'origine maghrébine ou asiatique, et tant d'autres. Qui est descendant d'immigrés? Ouais, ça fait un peu de monde quand même. Sans que nous nous en rendions compte, notre cerveau nous amène à nous méfier de ceux qui ne nous ressemblent pas. Qui, parmi vous, a été harcelé pendant sa scolarité? Oh là là, c'est beaucoup, hein. Moi, j'ai été très très malheureux pendant toute mon enfance. D'ailleurs, j'en porte encore les séquelles. Il faut arrêter ça parce qu'on est tous humains. Moi, c'était dans mon enfance. C'était surtout lié, évidemment, à ma couleur de peau. C'était sans cesse, tous les jours. Excusez-moi, je suis très ému. On m'a viré de mon école alors que j'étais la victime. Mais c'est pour ça, j'espère vraiment que cette émission va essayer d'ouvrir les consciences sur plein de problèmes de discrimination. Mais si nous regardons autour de nous, le constat s'impose, comme une évidence. En tant qu'êtres humains, nous avons plein de choses en commun avec l'autre, quel qu'il soit, et quelles que soient ses différences. Ce qui nous rassemble est toujours plus fort que ce qui nous divise. J'espère qu'on a atteint notre but. Mieux nous connaître les uns les autres pour mieux lutter contre nos préjugés. Très bonne fin de soirée. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt sur France 2.